Et si la chute d'un seul régiment pouvait faire vaciller tout l'équilibre sur le front de Soumis? Ce n'est pas une simple hypothèse, un événement discret, passé presque inaperçu, vient d'opérer un basculement crucial dans cette région. Une unité d'assaut ukrainienne, réputée parmi les plus aguerries, a été quasiment rayée de la carte lors d'une contre-attaque fulgurante. Près de 80% de ces soldats ont été mis hors de combat en quelques heures. Il ne s'agit pas d'un incident local ni d'une bataille ordinaire. Derrière cette victoire tactique, l'armée russe révèle une maîtrise nouvelle. Elle anticipe, tend des pièges et anéantit même les adversaires les mieux préparés. Ce degré de préparation et de coordination marque un tournant. La dynamique du conflit s'en trouve radicalement transformée. Réduire cet épisode à un simple affrontement, c'est manquer l'essentiel. Lorsque ce genre d'événement est ignoré ou minimisé, la compréhension des évolutions réelles du front s'effrite. Le risque? Être pris au dépourvu par les prochaines surprises stratégiques qui se profilent déjà. Pour saisir la portée de cette défaite, il faut plonger dans le contexte et découvrir précisément quelle force ukrainienne vient d'être neutralisée. Quel était le rôle exact de cette unité et pourquoi sa perte bouleverse-t-elle autant la donne? Revenons sur les faits et les enjeux cachés derrière ce revers retentissant. Qui sont les perdants du jour et pourquoi leur chute marque-t-elle un tournant? Pour répondre, il faut observer de près le 225e régiment d'assaut ukrainien. Ce n'est pas une unité ordinaire. Elle concentre des soldats d'élite spécialement entraînés pour briser les lignes ennemies là où l'infanterie classique échoue. Pour Kiev, ils représentent plus qu'un simple bataillon d'assaut. Ils sont le symbole d'un espoir de reconquête dans la région de Soumy, récemment bouleversée. Pour illustrer la rareté et l'importance de cette unité, on peut la comparer avec le rôle que jouait la garde impériale napoléonienne lors des grandes batailles du XIXe siècle. À l'époque, Napoléon ne lançait la garde qu'en dernier recours, lorsque la victoire ou la défaite se jouait sur un fil. De même, pour l'état-major ukrainien, le 225e régiment était réservé aux situations critiques, un atout maître difficile à remplacer. C'est dans ce secteur que le sort de la bataille s'est beau jouer. L'objectif ukrainien était simple mais risqué: lancer une attaque éclair, reprendre l'avantage et déstabiliser les Russes. Mais en face, la défense était magistralement préparée. Les Russes avaient combiné l'artillerie, les drones kamikazes et des groupes mobiles prêts à fondre sur tout point vulnérable. Dès la fin de la préparation, le choc a été brutal. Avant même d'atteindre leur position, les assaillants ukrainiens sont tombés dans un piège de feu soigneusement tendu. L'artillerie, guidée par des drones, a pilonné sans relâche les colonnes ennemies. Les groupes mobiles russes, eux, ont vite coupé toute retraite. La coordination de la riposte russe a transformé l'élan ukrainien en débâcle. Pour donner un exemple concret, rappelons-nous la bataille de Dien Bien Phu en 1954. Là aussi, une force d'élite, le corps expéditionnaire français, s'est retrouvée encerclée et prise au piège par une planification méticuleuse et l'intégration d'armes nouvelles, notamment l'artillerie et les tranchées. Le résultat fut une défaite écrasante qui a eu des conséquences politiques majeures. De la même façon, à Soumy, la surprise et la combinaison des feux russes ont rendu toute manœuvre ukrainienne vaine. À ce niveau, chaque minute, chaque escouade compte. Perdre un régiment d'assaut aussi rare coûte plus qu'un revers matériel. C'est une blessure directe à la capacité offensive de l'armée ukrainienne. Reconstituer une telle force exige des semaines, parfois des mois, un luxe devenu inaccessible dans la guerre actuelle. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple de la guerre de Corée. Lors de l'offensive chinoise sur la rivière Yalu, plusieurs unités américaines ont été encerclées Bokor et détruites en quelques jours. Il a fallu 3 mois à l'armée américaine pour reconstituer ces unités, période pendant laquelle l'ennemi a avancé. Au-delà des pertes immédiates, l'enjeu est plus profond. La guerre d'attrition use les réserves humaines et morales plus sûrement que n'importe quelle victoire éclatante. Et quand une unité d'élite s'effondre, c'est tout un pan d'espoir qui se fissure. Mais pourquoi cette débâcle fut-elle si sévère cette fois-ci? Qu'a dévoilé l'affrontement sur l'évolution réelle du rapport de force? Pour saisir l'ampleur du bouleversement, il faut décortiquer la nouvelle méthode de défense russe. Ce n'est plus la même armée qu'au début du conflit. Comment une simple contre-attaque a-t-elle tourné au désastre pour Kiev? Pour le comprendre, il faut examiner les choix tactiques et la transformation silencieuse de la stratégie russe. Ce qui s'est joué aujourd'hui à Soumy dépasse le cadre d'une opération ratée. C'est le choc de 2 doctrines, un basculement discret mais décisif dans l'équilibre de la guerre. Depuis le début du conflit, les forces ukrainiennes misent sur la surprise et la rapidité. La contre-attaque du jour respectait cette logique.
Frappe soudaine, manœuvre éclair, espoir de désorganiser l'adversaire et de reprendre du terrain. Mais cette fois, la défense russe n'était ni surprise ni dépassée. Les préparatifs avaient été méticuleux, la surveillance ininterrompue. Dès les premiers mouvements repérés, la riposte s'est abattue sans pitié. La clé de cette défaite, une préparation du feu parfaitement coordonnée. Artillerie, drones kamikazes, champs de mines et groupes mobiles en embuscade. Chaque axe d'approche était verrouillé, aucun angle laissé au hasard. Avant même d'atteindre la ligne de front, la colonne ukrainienne s'est retrouvée piégée, frappée de toutes parts, enfermée dans ce que les militaires nomment un couloir de feu. Pour mieux saisir la portée de ce couloir de feu, on peut citer la bataille de Koursk en 1943. À cette occasion, les chars allemands, pourtant supérieurs, se sont retrouvés piégés dans des zones minées, sous le feu croisé de l'artillerie soviétique et des attaques aériennes. L'échec fut total, malgré la qualité des troupes engagées. Le bilan est implacable, pertes lourdes, blindés carbonisés, matériel abandonné, soldats en déroute. L'unité d'élite ukrainienne, conçue pour l'attaque, est brisée avant même de pouvoir engager le combat. La démoralisation s'installe aussitôt. Surtout, la reconstitution d'une telle force prendra des semaines, peut-être des mois. Le commandement ukrainien, qui misait sur cet atout, perd un outil décisif. Mais le plus frappant, c'est la nouvelle posture russe. Fini l'attentisme dans les tranchées. Désormais, chaque attaque ennemie devient une occasion de tendre un piège mortel. L'objectif n'est plus seulement de repousser, mais de détruire systématiquement, d'user, de désarticuler l'adversaire. C'est une mutation profonde qui se décide à l'échelle d'un bois, d'un champ, d'un carrefour, mais qui change tout. Dans ce contexte, conquérir ne serait-ce que 200 mètres relève de l'exploit. Ce chiffre modeste sur une carte représente des heures de combat acharnés, des dizaines de vies et un basculement psychologique du contrôle du terrain. La progression russe à Soumy n'est donc pas anodine. Elle prouve l'inversion de la dynamique, le glissement de l'initiative d'un camp à l'autre. Pour donner la mesure de cette avancée, rappelons-nous la guerre de tranchées de la Première Guerre mondiale, où chaque mètre gagné coûtait des centaines de vies. À Verdun, il a fallu des mois pour progresser de quelques kilomètres, au prix de pertes effroyables. À Soumy, chaque mètre arraché à l'ennemi pèse lourd dans la balance stratégique et psychologique. Ce basculement est d'autant plus dangereux qu'il est facile à sous-estimer. S'accrocher aux anciens schémas, c'est ignorer que les lignes ukrainiennes risquent de céder, non par effondrement soudain, mais par une série d'attritions, de brèches exploitées méthodiquement. L'épuisement quotidien finit toujours par fissurer la digue. Pour autant, ce revers local annonce-t-il une transformation durable? La question désormais est de mesurer l'impact concret de ce choc tactique, sur le moral comme sur la capacité de résistance ukrainienne. Mais cet épisode, loin d'être un simple accident local, s'inscrit dans une dynamique plus large. Il faut maintenant examiner comment cette mutation russe pourrait changer le visage du conflit à moyen terme. La disparition d'un régiment d'élite n'est jamais une simple statistique. C'est une faille béante qui s'ouvre dans la défense ukrainienne, signalant un déséquilibre brutal sur le front de Soumy. Perdre une unité d'élite, c'est retirer l'un des piliers du dispositif. Ce manque ne se comble pas en quelques jours. Tout un secteur devient vulnérable, offrant à l'ennemi une occasion rare d'élargir la brèche. Face à ce choc, l'état-major ukrainien hésite. Faut-il contre-attaquer, quitte à sacrifier d'autres forces, ou admettre la défaite et en assumer le coût politique? Ce dilemme paralyse la prise de décision. Le silence qui entoure l'événement trahit une crise profonde de confiance et de stratégie. Chaque heure sans réaction ukrainienne renforce la position russe. Les lignes s'effritent, les forêts et lisières, clés de la région, passent peu à peu sous contrôle adverse. Cette progression permet à la Russie de préparer de nouveaux assauts et empêche l'Ukraine de rétablir un front cohérent. Pour comprendre les effets psychologiques de ce genre de revers, on peut citer la réaction de l'armée française après la chute de Sedan en 1870. Après la capture d'une armée entière, la démoralisation fut telle que d'autres unités se replièrent sans combattre, accélérant la défaite globale. Mais l'impact ne se lit pas seulement sur les cartes. Le moral des troupes ukrainiennes vacille. Voir disparaître une unité d'élite en quelques heures mine la confiance dans la stratégie et nourrit la peur d'un effondrement plus large. Le doute gagne jusque dans les états-majors. Le risque dépasse ce secteur isolé. Une telle rupture peut entraîner un effet domino. Si une élite tombe, d'autres lignes fragilisées pourraient en céder, ouvrant la voie à une percée majeure côté russe, une menace palpable à moyen terme. Ce n'est donc pas un revers anodin, mais une alerte sur la résistance du front ukrainien. La guerre d'attrition dévoile ici sa logique.
Elle use lentement, fragilise les certitudes et prépare des bouleversements durables. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la portée de cette défaite, il faut revenir sur la transformation tactique et organisationnelle de l'armée russe ces derniers mois. Pourquoi faut-il se méfier des discours sur la stagnation du front? Beaucoup voient devant la guerre actuelle comme une suite d'affrontements sans vainqueur, une impasse où les deux camps s'épuisent. Mais cette idée est trompeuse. La réalité sur le terrain est bien plus complexe et inquiétante. Les succès russes récents ne sont pas dus au hasard, ni à une simple supériorité matérielle. Ils résultent d'une adaptation continue, d'un apprentissage méthodique face à l'ennemi et surtout d'une intégration habile de nouvelles technologies. L'usage coordonné des drones, de l'artillerie de précision et de petites unités mobiles permet à l'armée russe de transformer chaque occasion en revers sévère pour l'adversaire. Prenons l'exemple des conflits récents, comme au Haut-Karabakh en 2020. L'armée azerbaïdjanaise, grâce à l'usage massif de drones et à une coordination précise, a réussi à détruire des positions arméniennes, pourtant bien fortifiées, inversant la situation en quelques semaines. À Soumy, la Russie applique une logique similaire mais à plus grande échelle. L'armée ukrainienne, de son côté, doit composer avec des pertes humaines croissantes et la difficulté de reconstituer ses unités d'élite. Face à cette usure, l'approche méthodique russe produit des effets démultipliés. Ce n'est pas la force brute qui fait la différence, mais la capacité à anticiper, à surprendre, à exploiter chaque faiblesse. Les frappes ciblées, comme celle du jour, brisent la structure et le moral des forces adverses avec un impact cumulatif. Pour illustrer cette usure, souvenons-nous de la bataille de Stalingrad. Jour après jour, la Wehrmacht s'est épuisée dans des assauts répétés, perdant progressivement ses meilleures unités. À la fin, l'armée allemande n'était plus en mesure de manœuvrer ou de se défendre efficacement. Il ne s'agit plus de conquérir quelques centaines de mètres. L'enjeu, c'est l'effondrement organisationnel et psychologique du rival. Une unité ukrainienne d'élite anéantie en moins d'une journée, ce sont des semaines, parfois des mois, pour reconstituer la chaîne de commandement. Pendant ce temps, la dynamique du front bascule et le camp le plus réactif engrange un avantage décisif. La véritable force réside désormais dans l'intelligence tactique, la patience et la capacité à saisir l'instant où l'ennemi vacille. Là où certains voient une guerre figée, il faut lire une redistribution accélérée des équilibres. Beaucoup d'analystes occidentaux parlent de guerre d'usure stérile. Pourtant, sur le terrain, chaque succès ciblé dessine un nouveau visage du conflit. Ignorer cette dynamique expose à de graves erreurs d'anticipation et à toujours réagir trop tard face à la prochaine rupture. Ceux qui restent prisonniers des anciens schémas sont condamnés à ne pas comprendre la suite. L'issue ne se jouera pas sur une bataille décisive, mais dans la capacité à miner, user et déstabiliser la volonté adverse sur la durée. Pour mieux se préparer, les stratèges devraient en prendre exemple sur la Seconde Guerre mondiale, où, à partir de 1944, l'armée soviétique a systématisé l'usage de percées locales, exploitant chaque brèche pour désorganiser les lignes allemandes jusqu'à provoquer l'effondrement du front de l'Est. L'exemple du front de Soumy révèle à quel point ces dynamiques transforment le rapport de force. Ce qui semble n'être qu'un épisode local annonce peut-être un tournant bien plus profond du conflit. Au fond, le véritable basculement, c'est la victoire de l'intelligence sur l'habitude. L'affaire de Soumy ne se limite pas à un simple déplacement de ligne. Elle incarne une fracture silencieuse. L'organisation, la méthode et l'innovation tactique prennent le dessus sur la répétition et l'inertie. Beaucoup préfèrent croire à une guerre gelée, rassurante par sa stagnation, comme si rien ne pouvait bouger. Mais c'est précisément ce confort qui rend vulnérable à la surprise stratégique. Ceux qui nient la transformation en cours s'aveuglent, perdent la compréhension des nouveaux rapports de force et donc l'initiative. Le choc de Soumy n'est pas un incident isolé. Il s'inscrit dans une série d'opérations chirurgicales, chaque frappe entamant un peu plus les réserves adverses. Victoire discrète, elles érodent lentement la structure ennemie, tissant patiemment la toile d'une mutation invisible à ceux qui n'aperçoivent que les éclats spectaculaires. Ce qui se joue, c'est l'ascension d'une armée russe ayant intégré la guerre d'attrition, non plus comme lente usure, mais comme stratégie active, méthodique, tournée vers l'efficacité. Refuser de voir cette évolution, c'est risquer de manquer le tournant de l'époque. Pour illustrer cette mutation, on peut se rappeler la guerre de 100 ans, lorsque l'armée anglaise a supplanté la chevalerie française grâce à l'arc long et à une discipline de feu inédite. Les vieilles méthodes ont cédé devant l'innovation, bouleversant l'ordre établi. Comprendre cette dynamique, c'est déjà prendre de l'avance sur la propagande et les récits réducteurs. Cela permet d'anticiper les prochaines phases du conflit.
d'en mesurer les réelles conséquences géopolitiques et militaires et de choisir le camp de ceux qui regardent au-delà des apparences. Pour le public, la vraie force ne se trouve plus dans la défense ou l'attachement aux certitudes anciennes. Elle réside dans l'analyse lucide, l'acceptation du changement et la capacité à interpréter les signaux faibles. C'est ainsi que l'on conserve l'initiative, sur le terrain comme dans le débat. À force de s'accrocher à l'idée d'une guerre immobile, on risque de ne pas voir la transformation déjà à l'œuvre. L'histoire retiendra non pas ceux qui ont nié le changement, mais ceux qui auront compris à temps le sens du moment. En conclusion, pour ceux qui cherchent à anticiper les évolutions, quelques recommandations pratiques s'imposent. Premièrement, suivre de près les rapports de perte et les mouvements d'élite. Leur disparition signale souvent un changement de phase. Deuxièmement, observer l'innovation tactique, comme l'intégration des drones ou des unités mobiles, car ce sont les indices d'une adaptation en profondeur. Troisièmement, ne pas se laisser hypnotiser par la carte des fronts, mais s'intéresser à la cohésion morale et à la rapidité de reconstitution des unités après les chocs. Enfin, garder en mémoire que les guerres modernes se gagnent moins par l'accumulation de positions que par la capacité à briser la volonté adverse, à l'éroder au fil du temps et à imposer une dynamique de surprise permanente. C'est ainsi qu'on évite d'être pris au dépourvu et qu'on conserve une longueur d'avance sur la prochaine surprise stratégique. Car dans ce conflit, comme dans tant d'autres avant lui, c'est toujours l'intelligence de l'analyse qui fait la différence entre subir l'histoire et la devancer.